Bonjour à toutes et à tous, bienvenue chez les Rois de la Fête. Nous vous proposons un podcast portant sur le thème de la prévention des addictions chez les étudiants. Vous entendrez ici des témoignages d'étudiants, des anecdotes et des réactions de la part d'addictologues. Des histoires qui vous parleront, qui auront pu être les vôtres ou qui le sont réellement. Vous vous demandez l'impact de votre première cuite sur votre conso actuelle ? C'est quoi la recette d'une bonne soirée ? Il y en a une ? Quel est l'effet que vous recherchez quand vous consommez une substance ? Nous vous proposons de réfléchir sur ces questions et de nombreux autres ensemble. À écouter quand vous faites vos courses, en terrasse ou sur votre canapé, et sans modération bien sûr. Aujourd'hui, nous explorons les aspects fascinants de la vie étudiante. De la frénésie des soirées animées au moment de réflexion personnelle, les étudiants jonglent souvent avec l'équilibre entre détente et responsabilité. Comment peut-on gérer efficacement les influences négatives telles que les tentations et les pressions sociales tout en préservant notre bien-être et notre sécurité ? Dans cet épisode, nous ouvrons la porte sur les coulisses de la vie nocturne étudiantine. Nous entendrons les histoires, les défis et les stratégies de ces jeunes qui jonglent entre plaisir et prudence. Rejoignez-nous dans cette exploration pour découvrir comment les étudiants gèrent leur consommation et s'autorégulent lors des soirées. C'est vrai que je vais quand même régulièrement à des soirées et assez fréquemment il m'arrive de boire et de beaucoup boire d'ailleurs. On va dire je me mets des bonnes caisses quand même, mine de rien. Pas plus tard que hier soir par exemple. Et du coup voilà, c'est vrai que assez fréquemment. Après c'est pas tout le temps, il m'arrive des fois juste d'aller boire une bière ou deux, voilà, comme ça avec des potes, mais je peux très bien aussi sortir et boire plus, ça dépend vraiment des occasions. Pour le coup, j'avoue que je compte pas vraiment. D'ailleurs, vaut mieux peut-être pas que je compte, ça serait assez colossal des fois. Comme je dis, ça dépend vraiment des soirées. Si c'est au bar, c'est plus facile de compter déjà que quand c'est en soirée avec des potes dans un appart, en boîte de nuit, tout ça. Après, on compte plus trop et je sais pas trop exactement tout ce que je bois, mais voilà, ça dépend vraiment des occasions, quoi. Comment tu régules tes consos en soirée ? Alors là, bonne question. Je les régule pas forcément, quoi. Enfin, ça dépend, mais ça peut être des fois quand je sens que je commence à être vraiment mal, du coup je sais qu'il faut que j'arrête de consommer de l'alcool ou d'autres choses, enfin voilà, ça dépend vraiment. Mais globalement je connais à peu près mes limites, ça m'arrive de les dépasser, mais ouais, je dirais surtout quand je commence à être mal, c'est ça qui va me faire des fois arrêter de consommer, ou alors si je sais que je dois repartir en voiture, du coup je vais boire que la bière ou les 2 bières qu'on a le droit de boire avant de repartir. Il y a 2 choses qui pourraient être importantes pour lui. C'est de se poser des limites, de se dire tiens, je vais essayer certains soirs. C'est les premières choses qu'on propose en général aux gens qui sont dans une perte de contrôle et qui commencent à se poser des questions. C'est de dire essaie de te fixer des limites pour une soirée. Voilà, je sais pas, 5 verres, 7 verres, 10 verres. C'est important de connaître ses limites. C'est vraiment la première chose. Voilà. Et puis peut-être de s'appuyer aussi sur l'entourage pour aider à poser les limites. J'étais en soirée il n'y a pas longtemps et puis d'un coup, en fait, quelqu'un m'a vomi dessus. J'ai pas trouvé ça très agréable. Ouais. Et je trouve que ça m'a fait vraiment réfléchir à la consommation de l'alcool chez les étudiants qui peut être un petit peu biaisé à mon avis. Et excessif peut-être. Excessif, oui. Je pense que ça peut être réparti effectivement par domaine. Je pense que c'est pas spécifique au domaine d'études que j'exerce, que je fais, mais que effectivement il y a des domaines où on retrouve beaucoup moins ça, et que les gens en fait s'engrainent et sont copie des comportements qu'ils observent ici, qu'ils n'auraient jamais fait s'ils avaient... Dans des soirées en dehors lambda, de ce genre de soirée étudiante. Okay. Même si des soirées étudiantes de ce type, il y en a un petit peu dans différents cursus, quoi. Mais... moi, ça se régule assez facilement. Je bois 2-3 verres, et puis après... j'arrête, je sais que ça me suffit, et voilà. Je consommais de la MDMA, du cannabis, de la cocaïne quand j'avais 20 ans. Aujourd'hui j'en ai 28, donc c'est quand même loin derrière moi. J'ai eu une période d'alcool assez intensive que j'ai arrêté il y a un an et demi. Ouais. Voilà. Okay. Mais cool. le LSD, l'héroïne,
c'est des choses qui m'ont toujours fait peur. Ouais. La kétamine aussi a pris pas mal de place beaucoup, dans les teufs, etc. Que je côtoyais du coup il y a presque 10 ans maintenant. Globalement, pour mes amis qui sont encore beaucoup dans les soirées et la consommation de drogue, je pense que c'est dû aussi au fait qu'ils n'ont pas du tout envie de se poser et qu'ils ne savent pas trop où aller dans leur vie. Et du coup, le fait de faire toujours des grosses soirées entre copains, etc., c'est en parallèle. Là, on est dans... Souvent, ce qui se passe en fait dans les contextes festifs, c'est que les gens, ils ont de multiples consommations pour réguler. C'est-à-dire qu'on veut rentrer en contact avec les gens, donc on va prendre de la MDMA, puis on veut se stimuler un peu plus, on va prendre de la cocaïne, puis on veut peut-être s'apaiser un peu, on va prendre du cannabis. Donc il y a une tentative comme ça d'autorégulation, en sachant que le mélange des produits peut être dangereux. Si on mélange... on sait que si on mélange cocaïne et alcool, on va consommer beaucoup plus d'alcool et beaucoup plus de cocaïne. Ça fait un mélange qui s'appelle le cocaéthylène, qui est extrêmement dangereux et qui va prolonger les effets. C'est pareil pour tous les mélanges, en tout cas, ça peut représenter un risque. Après, elle évoque une période d'alcoolisation intense, parce que peut-être, à certains moments, vivre un moment de sa vie, vivre sans produit, c'est compliqué. Vivre sans consommer de produits dans sa relation au monde, c'est quelque chose qui devient un peu compliqué. Mais on voit bien que elle a pu finalement gérer cette situation, arriver à finir par maîtriser sa consommation. Alors, il y a une chose super intéressante qu'elle dit à la fin de l'interview, c'est le rapport à l'adolescence. C'est-à-dire, toutes ces consommations, elle en parle comme une manière peut-être de prolonger l'adolescence, au fond, un monde d'entre-deux où on prend pas forcément de responsabilité, où il y a une forme de légèreté. À partir du moment où on doit s'engager dans des choses, ces consommations deviennent compliquées, et souvent c'est ce qui fait qu'elle s'arrête finalement. Ce qu'elle dit à la fin même, ces consommations étaient incompatibles avec une vie stable. Donc voilà, il y a un moment où le principe de réalité fait qu'on va travailler, on doit avoir des activités un peu plus régulières, et là, effectivement, ces consommations-là posent problème pour avoir ces activités. Je compte pas, mais je sais je le sens, quoi. C'est-à-dire que c'est au feeling. À partir du moment où je commence à me sentir... À partir du moment où je suis bien, j'arrête. Parce que je sais que si je consomme encore plus, je vais me sentir mal, et j'aime pas cet état-là. Donc j'arrive à me contrôler. Je régule pas trop. dans le sens où moi, quand je commence à boire, souvent je ne m'arrête pas, en fait. Vraiment. Je bois tout le temps et je reprends tout le temps un verre jusqu'à la fin de la soirée. Et c'est rare, malheureusement, que je me dise là, il faut que je me calme. Alors ce qui est intéressant aussi, ce que j'ai bien aimé aussi dans son témoignage, c'est je compte pas, mais je sens. Je sens le moment où ça peut basculer. Et il y a des gens qui sentent, qui perçoivent ça, puis il y en a d'autres. Souvent, quand il y a eu des premières expériences très très massives, eh ben, ils vont pas sentir forcément cette limite-là. Et ça, c'est important de pouvoir sentir vraiment, d'apprendre à sentir cette limite-là. J'en consomme pas parce que j'ai des petits problèmes de santé. Ouais. Donc, je pourrais, c'est pas non plus hyper grave, mais ça me plaît pas non plus forcément. Et du coup, je pense qu'il y a aussi une part de moi inconsciente qui a juste pas envie de ressembler à mon père. Qui rejette un peu... Voilà, qui rejette ça. Et parce que, en fait, quand je bois, je suis pas contente de le faire et je passe souvent vite mon verre. Et puis, je m'amuse vraiment beaucoup sans boire. Donc, par contre, du coup, après, aux soirées, des fois, je suis un peu exclue parce que les gens bourrés t'incluent pas forcément dans le délire quand t'es sobre. Parce qu'ils te trouvent moins fun, du coup, sur le moment. Mais voilà, après, il faut juste s'entourer des bonnes personnes. Et puis, dernier point, on voit bien que Tessa, d'une certaine manière,
l'expérience qu'elle a vécue dans sa famille, dans sa construction, ça a été un élément important. Maintenant, on sent bien qu'il y a beaucoup de méfiance vis-à-vis de ses consommations, et que voilà, c'est quelque chose qu'elle a elle-même intériorisé. Au fond, sa manière de se positionner, c'est je pense que quand elle voit des gens, ça la renvoie à des choses plutôt négatives. Donc du coup, c'est quelque chose qui elle, en tout cas, pour elle-même, a été un élément pour peut-être contrôler ses consommations. Ouais, je suis une personne qui sort quand même pas mal, mais de manière très raisonnable. Enfin, je suis très stressée par les courses, du coup, si je le fais, c'est vraiment un peu exceptionnel, mais bon, quand je le fais, on va dire que je me prive pas, etc. Mon père est un ancien alcoolique, donc il a eu des gros problèmes d'alcool quand j'étais jeune. Enfin, c'était un père célibataire malheureusement et qui avait un peu de mal avec ça, du coup, voilà. Et du coup, c'est quelque chose qui m'a toujours un peu rebutée de cet état d'alcoolisme, etc. Donc, moi, j'ai toujours été assez rigide avec ça. Mais pour moi, ça me dérange absolument pas de voir des gens boire. Ça va pas me dégoûter ou quoi. Mais juste, moi, je fais toujours attention. Alors, je tiens très très bien l'alcool. C'est très étonnant, non, mais c'est vrai. Et je sais pas, peut-être que je suis hyperactive, j'en sais rien, mais je tiens super bien l'alcool. Du coup, en vrai, j'ai pas forcément besoin de faire attention. Je suis toujours lucide, en fait, quoi que je fasse. Oui, c'est un peu ça. Et puis c'est surtout qu'en fait, j'aime pas forcément l'alcool. Du coup, j'en bois pas tant que ça. Puis je bouge tout le temps beaucoup. Je bois beaucoup d'eau aussi. Donc forcément, ça a pas forcément le temps de monter ou quoi. Je passe jamais vraiment l'étape où je commence à avoir la tête qui tourne ou voilà quoi. Ok. Donc ici vraiment c'est le cas, ça m'est arrivé quand même une fois que ce soit le cas. Et tout de suite j'arrête, je me dis c'est nul. Il y a un autre élément important dans le témoignage de Julie, c'est le fait de tenir l'alcool. Alors on n'est pas tous égaux devant l'alcool génétiquement, il y a des gens qui métabolisent vite, d'autres beaucoup plus lentement. Tenir l'alcool c'est à la fois bien, mais à la fois dangereux pour le corps, parce qu'on a quand même une quantité, si on a des quantités très très massives d'alcool, le corps finit au fil du temps par en avoir des conséquences. Donc tenir l'alcool, et puis ça permet ça fait qu'on va peut-être parfois beaucoup plus loin dans les consommations. Comment pouvez-vous nous aider les étudiants à concilier leur désir de s'amuser pendant les soirées avec leurs préoccupations pour la santé et leur sécurité face à la consommation d'alcool et d'autres substances? Alors, je pense que ce qui est le plus important, c'est de ne pas être seul et d'être entouré par des personnes en qui on a confiance, qui pourront vous aider en cas de problème ou qui pourront être présents. Ce qui est aussi important, c'est d'organiser les retours des soirées avant d'y aller. C'est-à-dire de s'organiser entre amis, qui va conduire, Parce que c'est pas une fois qu'on a 2 grammes d'alcool dans le sang qu'on va décider qui conduit. Parce qu'il y a une perte du jugement, on est persuadé qu'on peut conduire, que ça ne posera aucun problème. Et c'est là où les problèmes arrivent. Donc il faut toujours s'organiser avant la consommation. Quel que soit le produit d'ailleurs. C'est ce qui est le plus dommageable. Moi j'ajouterais peut-être être informé le mieux possible sur les risques de l'alcool, à partir de quelle limite, 3, 4 verres, là on est susceptible de perdre le contrôle, donc un peu essayer de mesurer un petit peu sa consommation d'alcool, voilà. Avec l'expérience que vous avez développée sur le terrain, pour vous, c'est quoi les aspects qui peuvent influencer la décision pour les étudiants de consommer ou pas, que ce soit de l'alcool ou des substances lors des soirées? Alors, on voit bien que l'alcool, c'est une sorte
c'est une sorte de lubrifiant pour les soirées, c'est-à-dire c'est quelque chose qui va démarrer la soirée pour se sentir bien. L'autre aspect, oui, c'est ça que je voulais ajouter, on voit bien l'aspect compétition. On voit bien, ça c'est un élément important dans la soirée, c'est-à-dire aller le plus loin possible. Ce qui est important dans une soirée, c'est vraiment de passer une bonne soirée, d'avoir du plaisir à être avec les autres. Donc c'est peut-être garder vraiment l'aspect convivialité de la soirée. On constate parfois que c'est un peu difficile pour les étudiants d'évaluer leur propre consommation. Est-ce que vous avez des conseils sur comment est-ce que les étudiants ils pourraient évaluer et déterminer si la consommation elle devient problématique? Alors déjà, il y a un moyen très simple, c'est de savoir ce que c'est qu'un verre standard. C'est une bière à 4 degrés, 4 degrés 5 et 25 centilitres. C'est un verre de whisky de bar, c'est un pastis. Donc déjà de bien connaître les équivalents, parce qu'il y a des gens qui nous disent ah, mais moi je ne bois pas d'alcool fort, mais par contre ils vont boire des quantités de bière considérables dans la soirée en pensant que c'est pas un alcool fort, donc c'est pas grave. Alors ça c'est quand même important de savoir que c'est la quantité cumulée qui compte. Par exemple, je rappelle qu'une canette de 50 centilitres de bière à 8 degrés, c'est 4 verres standards d'alcool. Alors que les gens pensent souvent que c'est un verre. Non, c'est 4 verres. Après, dans les conseils qu'on peut avoir aussi, c'est de boire lentement, d'alterner d'alterner avec le fait de boire de l'eau. Enfin, c'est vraiment des conseils aussi de cet ordre-là, de faire durer, quoi. Ça permet de mieux sentir le moment, la limite où vraiment là, je sens que ça va partir. Si c'est des consommations massives, souvent les gens finissent par ne pas sentir le moment que ça bascule. Quoi ? C'est pas cool. Oui, j'ai dit que c'était pas cool. L'alcool, c'est pas cool. Non, c'est pas cool. Alors pourquoi il y a le mot cool dans l'alcool? Là, on a parlé un petit peu des facteurs externes qui peuvent influencer la consommation. Est-ce qu'il y a des facteurs, on va dire, plus internes à la personne qui pourraient qui ont une influence en fait sur la régulation de la consommation? Le facteur interne, c'est comment tu te sens à l'intérieur de toi. Et ça, il n'y a que la personne concernée qui peut le savoir. C'est-à-dire que peut-être à un moment de ta vie où tu te sens plus triste, où tu as plus de doutes, où les choses vont peut-être moins bien pour toi, ça c'est un facteur qui peut favoriser les consommations. Alors si y a des produits qui circulent et que j'ai envie de tester, je veux prendre, je veux essayer, le premier conseil, c'est d'abord de prendre des petites quantités, de tester l'effet sur des petites quantités et de voir si ça convient ou pas. Enfin voilà, ça c'est la première chose. Et souvent, les produits qui circulent, on ne sait pas très bien ce qu'il y a dedans, on ne sait pas très bien avec quoi c'est coupé. C'est le problème de tous les produits illicites. C'est coupé avec quoi, on ne sait pas. Ou alors ce sont des molécules qui sont bricolées, on ne sait pas très bien... C'est vendu en disant ça va avoir tel effet, alors qu'en réalité on ne sait pas très bien quel effet ça peut avoir. Donc en soirée, il y a aussi, dans les soirées festives, il y a aussi du testing qui est fait. Donc c'est d'abord, si vraiment je veux essayer, je veux prendre, c'est être bien entouré et c'est vraiment commencer par des petites quantités et voir s'il n'y a pas d'effet vraiment délétère, dévastateur. C'est de l'alcool? C'est interdit à cette profondeur? Ouais, si t'as encore beaucoup de choses à nous interdire, tu nous fais une liste, comme ça on la collera sur le hublot, ok? Pour conclure, cet épisode nous a plongé dans l'univers complexe des soirées étudiantes. Mettons en lumière les défis et les enjeux auxquels sont confrontés les jeunes adultes dans ces contextes sociaux. Que ce soit la consommation, les interactions sociales ou les dynamiques de groupe, il est clair que ces événements jouent un rôle important dans la vie étudiante.
En examinant de près ces aspects, nous avons pu mieux comprendre les motivations, les risques et les opportunités associées aux soirées étudiantes. Il est essentiel de continuer à aborder ces sujets avec ouverture et sensibilité, en travaillant ensemble pour créer des espaces sécuritaires et inclusifs où chacun peut s'épanouir. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésite pas à t'abonner et à écouter les autres. Si tu te sens concerné par ce que tu as entendu, n'hésite pas à aller au service de santé universitaire, à en parler, à quelqu'un de proche ou à un professionnel, médecin traitant, infirmier. Si tu es directement ou indirectement concerné par une pratique de jeu problématique, n'hésite pas à aller sur le site Joueur Info Service, que tu peux appeler de 8h à 2h, 7 jours sur 7. Tu peux aussi aller dans un centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie pour une consultation jeunes consommateurs. À Clermont-Ferrand, c'est France Addiction qui propose ce service. Si tu as des questions sur le podcast, tu peux nous les poser via Facebook et Instagram, étudiants relais santé UCA. Tu peux retrouver les podcasts sur Spotify, ERS Clermont et YouTube, étudiants relais santé UCA. Cet épisode a été monté par Next Gen Prod.